Moutier-les-Mauffais a toujours été un carrefour entre littoral et bocage, au cœur du triangle formé par les villes de La Roche, Luçon et Les Sables. Son riche passé marchand est toujours marqué par la présence de ces magnifiques halles, des halles datées de 1765. Je pense déjà à notre prochaine rencontre. Toi aussi, Stéphane ? Ce qu'on pourra faire après, ça va jusqu'à Lac du Grand. Laurence, merci d'avoir accepté de nous ouvrir les portes du château de la Cantaudière, un château en parc, un univers merveilleux. Tu es née ici, toi, Laurence ? Ah non, je ne suis pas née ici, parce que je suis née à Paris, mais j'ai passé absolument toutes mes vacances depuis ma petite enfance. Tu as toujours tout. J'ai toujours, oui, passé 3 mois l'été quand j'étais enfant. Alors, quels sont tes souvenirs ici à la Cantaudière quand tu es toute petite ? Ah ben, d'abord, un souvenir d'une grande liberté, parce qu'on était très nombreux, des cousins, beaucoup de cousins, à peu près tous dans les mêmes âges. Et on courait, on faisait du vélo, on faisait des cabanes. Et c'était le début de notre cohésion familiale vraiment importante, parce qu'on était là avec nos mères pendant tout l'été. Et effectivement, tu fais bien de nous le dire, puisqu'aujourd'hui, la Cantaudière est une propriété qui appartient à une grande famille. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. Vous avez réussi à entretenir cette cohésion jusqu'à maintenant, en tout cas. Oui, tout à fait. Ça a été évidemment la solution qui nous a permis d'en arriver jusque-là et de garder cette propriété jusque-là. Effectivement. Et de la sauver, de la sauvegarder, de la restaurer. Et puis, évidemment, maintenant, avec les cheveux blancs, on pense à la suite. On pense à la suite. Et justement, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as à cœur, parce que tu parlais de tes souvenirs d'enfance, de créer aussi des souvenirs déjà pour tes petits-enfants ? Bien sûr, mais mes petits-enfants, comme mes enfants, ils passent une grande partie de leurs vacances ici. C'est ton plus grand bonheur. Évidemment, mais je ne sais pas si quand mon ancêtre a acheté cette propriété en 1855, il avait vraiment pu mesurer l'importance d'avoir la mer à un quart d'heure. Parce que c'est aussi ça. Autant le site est magnifique, mais là aussi, c'est un lieu de vacances extraordinaire. Pour toutes les générations. Pour toutes les générations, parce qu'on a la mer à côté. Exactement. Voilà. On continue, Laurence ? Oui. Là, il y a la petite mare qui est sympa. Elle est jolie, cette maison, avec les volets verts aussi. Hein. Là, on emprunte le chemin qui avait été dessiné par le paysagiste au 19e, parce qu'en fait, on accédait par une grille qui est en bas, à ce qu'on appelle la grille du bas du bourg, c'est-à-dire vraiment en limite des Moutiers. Et on arrivait ici en voiture à cheval, on passait sous le bosquet, ici, qui a été implanté. On passait sous un bosquet de 4 tilleuls, bon, il n'en reste plus que 2. Et après, on découvrait le château. Et là, on avait vraiment la vue sur la perspective du château. Qu'on avait juste aperçu auparavant, dès qu'on découvrait finalement au dernier moment, quoi. Laurence, comment retracer l'historique d'un parc comme celui de la Cantaudière? Vaste question. C'est compliqué parce que, je sais que notre ancêtre est allé à Paris chercher un paysagiste. Ça, tu le sais? Ça, je le sais parce que c'est écrit dans les notes familiales, mais je n'ai pas le nom du paysagiste. Ça fait des années que je le cherche. Est-ce qu'il a seulement fait une ébauche, un dessin? Je ne l'ai pas.
J'ai seulement un relevé qui a été fait par un oncle en 1893 d'un parc déjà abouti. Mais c'est le dessin actuel. C'est-à-dire depuis 1893, on a gardé ce dessin. Est-ce que tu aurais des photos d'avant qui pourraient aussi te permettre de dater un début de construction pour le parc? Ah bah alors c'est pour ça, là, c'est cette photo que j'ai retrouvée il y a très très récemment, que j'ai pu dater en 1864 parce qu'un ancêtre qui est là est mort en 1865. Et en 1864, il y avait encore les bâtiments en face du château. Laurence, pourquoi entamer une telle démarche? Parce qu'après tout, ce parc, aujourd'hui, il est là. J'aurais presque envie de te dire, on l'entretient, on le maintient comme il est. Pourquoi entamer cette démarche de recherche? Qu'est-ce qui te motive? Moi, ce qui me motive, c'est d'abord de comprendre le site, comprendre les lieux. Cette démarche, je l'ai faite d'abord pour le château, au moment où on a lancé la très grosse opération de restauration du château, qui a duré 4 ans, voire 5 ans de travaux. Mais il faut voir qu'il a fallu à peu près autant de temps avant pour monter le dossier, obtenir des aides. Et puis c'est à ce moment-là que je me suis lancée dans les recherches sur l'histoire de ce château. Alors c'est vrai qu'au début j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de trouver le commanditaire qui l'a fait construire en 1578. Mais c'est comme un roman policier, j'ai trouvé plein de trucs. Et je trouve encore plein de trucs. En tout cas, on sent que ça te passionne. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai dit que j'écrirais l'histoire pour les petits-enfants de la Cantodière, pour tous les petits-enfants les miens, mais les petits-enfants des autres, de mes cousins, parce qu'on est nombreux ici. Et, ça, ce serait formidable. C'est l'histoire de notre famille. Ça, c'est un projet magnifique. Laurent, je suis sûre qu'il y a un endroit dans ce parc que tu affectionnes plus qu'un autre, un endroit où tu te sens bien, où tu t'es toujours... J'aurais bien que tu nous y amènes. Alors moi, le parc, je l'aime surtout beaucoup vu de ma maison. On y va tranquillement alors. Parce que j'aime le matin quand je me lève et le soir quand je me couche, avoir la vue sur l'écran arrière de ce parc. Laurence, on sent que tu as habité par ce site. La manière dont tu en parles, on sent vraiment que tu es habité. Est-ce que la Cantodière a eu une influence sur ta vie d'adulte? C'est-à-dire que tu étais ici petite, tu as passé aussi un moment pendant ton adolescence. Est-ce qu'une fois que tu t'es réalisée, voilà, la Cantodière était toujours ici, est-ce qu'elle a une véritable influence sur ta vie de femme? Je pense que je ne l'ai pas perçue à cette époque-là. Je venais tout le temps là, c'était inné. Je ne me posais pas de questions. Je crois que c'est maintenant, avec le recul, que je me rends compte, oui, de l'influence. Mais c'est en faisant toutes ces recherches à la fois sur l'histoire, tout le travail qu'il y a eu à faire pour monter le dossier de restauration, que je me suis rendu compte de la chance qu'on avait tous d'avoir un lieu aussi magnifique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, avec toutes ces années passées, tu peux te dire que ta vocation, tu l'as trouvée finalement ici, au pied de ce château? Eh ben, ma vocation, je ne sais pas. Ça m'a peut-être influencé dans mon choix, je ne sais pas. Toujours est-il que au moment où j'ai commencé à réduire un peu mon activité professionnelle pour penser à la retraite, c'est le moment où je me suis beaucoup investie dans la restauration du château. Et pour moi, ça a été une bonne solution, une bonne étape intermédiaire. Ça, j'imagine. Voilà. Et justement, comment tu abordes un projet comme ça avec un architecte du patrimoine qui vient ici, tu lui apportes, toi, ton regard, tu lui apportes le fruit de ton travail et puis c'est ensemble que vous collaborez. C'est surtout que, moi j'avais beaucoup travaillé et recherché l'histoire pour aussi démontrer la valeur patrimoniale, savoir sur quelle période on allait restaurer, aller voir les gens de l'architecte des bâtiments de France, puis la DRAC, et puis aussi tout le travail qui a été fait avec ma famille, parce que nous sommes nombreux dans la société, qu'il fallait aussi que tout le monde me suive, parce que c'était pas mon projet, c'était le projet de notre famille, de pouvoir restaurer ce château que nous avaient laissé nos parents, nos grands-parents surtout.
Laurence, toi, on sent que tu es davantage tournée vers la partie restauration, architecture du château. Est-ce que chaque personne de la famille a une fonction comme ça bien définie? Nous sommes issus de 3 sœurs, donc 3 branches, et on a un représentant par branche qui s'occupe de tel ou tel domaine. Et donc, j'ai aussi mon cousin Stéphane qui s'occupe de tout ce qui est relation avec les banques, ce qui n'est pas évident, les impôts. La personne précieuse, Stéphane. Voilà, et ma cousine Catherine qui est là en permanence, qui s'occupe du quotidien. Donc, heureusement qu'on est 3 parce que c'est quand même énormément de travail. Et ce qui est très drôle, c'est que vous êtes 3 sœurs, 3 tours. Voilà. Symboliquement, oui. L'image est magnifique. C'est amusant, mais c'est vrai que les 3 sœurs s'entendaient très bien. Les 3 sœurs et les 3 gendres, hein, les trois beaux-frères s'entendaient très bien. Et ils ont eu la bonne idée de créer cette société familiale et surtout de demander le classement monument historique en 1978. Ce qui a permis d'aider quand même fortement à maintenir cette propriété. Et de la sauver, de la transmettre aux générations futures. Voilà. Laurence, merci beaucoup pour ton témoignage. Moi, ce que je souhaiterais maintenant, en plus on arrive vraiment au bel endroit, on a quelques petits morceaux de ciel bleu. Je vais donner l'appareil photo à Stéphane. Et il va nous prendre justement, juste ici, devant le château de la Cantodière. C'est quoi comme appareil? Un polar. Ah bon, tu fais ça? Ben oui, comme ça on peut te la laisser après. Ben oui, pour te remercier quand même, c'est important. C'est pas un gros cadeau, mais c'est un tout petit cadeau. On te remet cette petite photo pour te remercier pour ton accueil devant le château de la Cantodière, c'est quand même bien. Et un souvenir. Un souvenir, écoute, de notre passage. Oui, mais... Pour mettre dans les archives du château. Oui, mais toi, tu reviens quand tu veux. Merci Laurence, je te fais un gros bisou. Tu sais bien que tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Quelle découverte! On remonte vite la grande allée de la Cantodière et on repense très fort aux mots de Laurence. Qu'est-ce que j'aime, ces histoires de famille, celles où on nous parle des arrières et des grands-parents, des petits et des grands-enfants. Ces histoires où il est question de filiation. Conserver pour sauvegarder, comprendre pour transmettre. Merci Laurence, mille merci pour ton accueil. Vite Stéphane, on est reparti. On a la chance de te découvrir ici dans ton univers, un univers particulier. Est-ce que tu peux justement nous l'expliquer? Donc on est ici sur une cressiliculture, enfin sur un site de cressiliculture. En fait, on va faire pousser du cresson de fontaine. Voilà, donc c'est une plante qui pousse les pieds dans l'eau. Donc il y a tout un système d'irrigation pour alimenter des bassins. Et c'est dans ces bassins qu'on va faire pousser le cresson de fontaine. Écoute, j'ai pas une grosse culture en matière de cresson, mais j'ai l'impression que vous êtes les seuls en Vendée, en tout cas, à proposer ce genre de culture. On est les seuls sur le département et même sur la région des Pays de la Loire à faire vraiment du cresson, on va dire, à assez grande échelle, en fait. C'est notre activité principale. Donc après, c'est particulier, il faut beaucoup d'eau et puis de l'eau qui soit propre au niveau sanitaire. Donc on ne peut pas en faire partout, en fait. Il faut forcément des sources, on ne peut pas utiliser l'eau d'un ruisseau ou d'une mare. C'est vous, Élie, qui avez construit cet endroit ou vous avez déjà... Non. Ce site, en fait, il était en exploitation déjà à partir à peu près au niveau des années 70. D'accord. Voilà, c'est l'ancien propriétaire qui a tout créé ici. Lui, il est parti à la retraite en 2004. Et donc, du coup, le site était abandonné depuis. Et nous, c'est en 2019 qu'on a racheté, qu'on a dû tout défricher parce que tout était... La nature avait repris ses droits. Oui. Et on a relancé ça, en fait, à partir de 2019. Alors, moi, question hyper curieuse maintenant, pourquoi, comment?
Pourquoi êtes-vous arrivé ici? Comment êtes-vous arrivé ici? Alors là. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre en fait cet endroit? Donc nous, on cherchait à la base un site avec de l'eau. On voulait plutôt faire de la production piscicole en fait. D'accord, Voilà, on a tous les deux un master en biologie et écologie aquatique. d'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est intéressé à cet endroit. Et puis c'est à partir de là qu'on a découvert aussi cette culture qu'on ne connaissait pas non plus avant en fait. Hein, et qui nous a fortement intéressés. Puis du coup, on a essayé de tout remettre en place. Et puis ça nous a plu jusqu'au bout. Du coup, voilà, on est parti là-dedans. Vous êtes originaire de Vendée? Pas du tout. Si. Moi, je suis originaire de Saint-Florent-des-Bois, pas très loin. D'accord, ok. Voilà. Et ma compagne Aubigny, donc pas loin non plus. Donc c'était peut-être aussi un souhait, je sais pas, hein, je vais peut-être aller trop loin, tu vas me dire, mais c'est peut-être aussi un souhait de remettre à l'honneur cette culture. Ah ben bien sûr. Surtout que ce site était vraiment à l'abandon. Personne n'était intéressé forcément par le reprendre. Ouais. Et puis c'est quand même une culture atypique. C'est une culture aujourd'hui atypique, mais si on écoute nos anciens, Ouais. il y en avait partout en fait des cressonnières. Il y avait du cresson même partout, c'est une plante qu'on retrouve à l'état sauvage en fait. Dans les sources, les lavoirs, les petits ruisseaux. Les gens allaient chercher du cresson pour en consommer. Et c'est vrai que ça rappelle à l'heure actuelle, ça rappelle beaucoup de souvenirs aux gens qui allaient en chercher avec leurs grands-parents, dans les ruisseaux, tout ça. Et ça, j'imagine que vous devez entendre bon nombre de souvenirs lorsque les gens viennent ici ou encore sur les marchés. Tu acceptes qu'on aille plus loin, Elie, et qu'on continue l'histoire? On peut, ouais, après c'est un peu le bazar. Hein. C'est un endroit qui vit. Vraiment une culture qui est pas trop mécanisable en fait. Ça se fait comme ça depuis tout le temps. Donc là, ça c'est du cresson justement. Ça c'est ce qu'on a sélectionné, c'est ce qui va nous servir à faire nos graines. Donc là, on le laisse monter en fleurs. Oui. Et d'ici un mois, du coup, les gousses elles vont maturer. Du coup, on va avoir des graines qu'on va pouvoir récolter. Et c'est ces graines-là qu'on va ressemer fin juillet, courant août aussi, même début septembre. On échelonne les semis pour pas que la récolte arrive tout d'un coup. Voilà, bien sûr. Et après, ce sont ces graines que ces gens vont pouvoir consommer l'hiver prochain. C'est les plants issus de ces graines. Voilà, exactement. Et donc ensuite, en pleine période. On arrive au mois de septembre, octobre, novembre. Voilà, donc vraiment début octobre, ça commence, c'est sûr. Ça peut être un petit peu avant suivant la météo, mais vraiment octobre. Et du coup, après, ça va être que de la cueillette en fait. Le cresson, on le cueille. Et 5 semaines, c'est pareil, ça dépend du temps, mais environ à peu près minimum un mois après, on peut repasser et recueillir. Et comme ça, on va pouvoir faire ça 7, 8 fois dans la saison, jusqu'à ce qu'il fasse beau au printemps et qu'il remonte en fleurs. Quel regard tu as sur ces années écoulées? C'est un métier qui est assez dur quand même physiquement, parce qu'on est dehors tout l'hiver en fait. Voilà. Donc, des hivers comme on a eu là, beaucoup d'eau, très sombre, c'est un peu déprimant. Mais sinon, c'est quand même un métier super intéressant. Puis d'être dans un cadre comme ça. Attends, sans arrêt en contact avec la nature. Et voilà. après, il y a aussi toute la dimension commerciale, en fait. Oui, c'est intéressant aussi. Surtout la partie marché. On est vraiment en lien avec les consommateurs. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on vous retrouve donc sur les marchés. Vous démarchez peut-être les magasins du type Biocop ou Voilà, autre. Biocop, les vergers de Vendée aussi. Tout le réseau verger de Vendée sur la Vendée. Vente à la ferme également. On fait un peu de vente à la ferme aussi le mercredi après-midi et le samedi matin. Et peut-être vous avez aussi d'autres projets, je ne sais pas, dans l'avenir. L'idée, ce serait quand même de produire un peu plus, donc de développer un peu la partie commerce, mais sans forcément faire un peu plus, parce que là, on va aussi lancer un peu de maraîchage pour justement combler la période un peu creuse et vendre plus sur Moutier, du coup, avec justement la création d'une AMAP qui va se faire sur Moutier. Ça, ce serait génial. Bah oui. Plus l'avantage, c'est que vous travailleriez avec d'autres producteurs, parce que peut-être aussi que votre grosse contrainte aujourd'hui, c'est d'être seul, en fait. C'est d'être seul, de travailler seul, d'être toujours tous les deux ici, les pieds dans l'eau. Alors que le fait d'avoir la MAP, là, tu travailles avec un réseau de producteurs. Avec d'autres producteurs, bien sûr, oui. Et forcément, les discussions, les conseils et les problématiques peuvent aussi être rassurantes et sûr. ouvrir de nouvelles choses. Alors là, qu'est-ce que c'est, Elie? Parce que là, tu nous amènes ici. Je t'avoue que moi, ça me questionne. Donc ça, c'est l'eau, c'est les forages qui vont alimenter tous les bassins, en fait. Donc voilà, il y avait ici des anciennes sources, d'anciens propriétaires. A priori, il y avait même un ancien lavoir qui était là dans le coin. Et du coup, il a fait faire des forages dessus. Donc ça, on est dans les années 70. C'est lui qui met ça en place. Voilà, c'est ça. Donc il y en a un qui est à 80 mètres quand même, celui-là à 70 mètres. Donc là, c'est de l'eau qui sort en artésien, donc sans pompe, sort naturellement. C'est de l'eau, il y a à peu près 12 mètres cubeurs qui sortent comme ça. Et c'est de l'eau qui est à 22 degrés toute l'année. Donc ça, c'est intéressant. Et elle est légèrement salée aussi. Quand on y goûte, on sent qu'elle est un petit peu salée. Et cette eau ne cesse jamais de couler. C'est-à-dire que même en période de sécheresse... Non, ça s'arrête jamais. On n'a même pas trop vu de variation de débit. Et puis après, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'hiver. Donc l'hiver, il manque normalement pas trop d'eau. Ouais.
Par contre, l'hiver, c'est incroyable. C'est comme c'est une eau qui est à 22 degrés. Là, tu dois faire un nuage. Ah bah ça fume, de même fumée. les bassins. Ouais. Il y a tout qui fume quand il fait vraiment froid. Est-ce que vous pouvez assurer des visites de la Cressonnière, par exemple pour des enfants, des scolaires ou autres, pour leur expliquer votre métier, mais aussi les savoir-faire? Bah oui, on l'a fait un petit peu hein, avec l'outil en main. Parce que c'est curieux quand même. C'est vraiment curieux. Bah oui, après c'est vrai que c'est une saison, l'hiver c'est un peu la boue, tout ça. Donc bon, on ne l'a pas trop fait, mais pourquoi pas le développer un peu plus par la suite, avec aussi le côté environnement, Bien sûr. en plus de la culture, quoi. Qui est essentiel. Qui nous intéresse Ah aussi ouais, beaucoup. qui vous intéresse, puis en plus vous êtes spécialisé en la matière et formé en la matière. Voilà. Donc, c'est un petit point en plus quand même. On retourne par là-bas, Élie? Allez. Élie, je voulais revenir tout de même sur cette question d'AMAP parce que je trouve que l'idée est absolument formidable. Quand est-ce que ce projet pourrait voir le jour? Du coup, c'est avec un ensemble des paysans de Moutier et des environs, en fait, et puis quelques habitants aussi de Moutier, qu'on a décidé de créer ça. Et normalement, ça devrait commencer fin juin, en fait. Voilà, donc on a déjà un bon réseau de producteurs. On va pouvoir proposer vraiment beaucoup de produits, donc c'est intéressant. C'est-à-dire, tu auras quoi comme produit? Alors, Parce que c'est aussi ce qui peut attirer le consommateur. bien sûr. Du coup, normalement, on aura les légumes, on aura du cresson, viande de bœuf et veau, on a des pâtes, on a du miel, des œufs, on va avoir des viandes du poulet, on a aussi quelques produits cosmétiques, du savon notamment, de la bière, des produits secs. Je suis sûr que j'en oublie, mais Vous un avez peu tout. l'essentiel, en fait. Ah ben, Voilà, on a le un panier peu de la tout, ouais. ménagère, absolument génial. Et c'est à force de discuter avec les collègues et autres que cette idée a germé? Bah c'est ça, parce qu'au début, on est tous là un peu dans nos coins à vendre un peu Ouais. sur les exploitations. Et c'est vrai que là, c'est la critique un peu des habitants. Le fait de devoir aller dans chaque exploitation, en fait, ça prend du temps. Un peu du carburant aussi. Donc l'idée, c'est sûr. plutôt de regrouper, De tout centraliser. voilà, regrouper les producteurs et de centraliser avec une seule vente par semaine, qui serait le mercredi soir, du coup. Top. Maintenant, il faut Sur trouver un Moutier. lieu. Maintenant, il va falloir trouver un lieu. Bon, dans un premier temps, ça peut se faire dans une des fermes. Une ferme qui a la surface pour accueillir un nombre de personnes important. Mais après, je pense que ça se fera dans la commune, sûrement une salle de la mairie, en fait. Bah, écoute, Élie, en tout cas, je vois qu'il y a plein de projets devant vous. Depuis quelques années que vous êtes ici, on voit que vous vous êtes bien implanté et que tout se développe et que tout demande à se développer. Moi, je vous souhaite surtout bon courage pour la suite. On repassera peut-être avec Stéphane. Et maintenant, si tu es avec ça, j'aimerais bien qu'on fasse une petite photo ensemble au niveau de la Cressonnière, Oui. simplement pour retenir la rencontre, c'est tout. Pas de souci, On y avec retourne plaisir. Ouais, c'est grand. Après, tout n'est pas occupé. Vous faites un hectare à peu près? C'est bien, beaucoup. Hop, faut juste que ça se développe maintenant. Plus bonus, je peux mettre dans les archives peut-être de la Cressonnière, ça peut être super sympa. Et puis merci beaucoup pour ton accueil. Bel été Merci. l'hiver prochain. Achetez des petits cressons. À bientôt, au revoir. Quel courage, quelle force! Passionnés, amoureux de la nature, Élie et sa compagne ont redonné vie à cette cressonnière du Moulin d'Eau, une activité unique sur notre région. Bravo à vous deux et rendez-vous cet hiver à la Cressonnière. On est parti, Stéphane? Direction le lac du Grand. Go! Enfin, le soleil revient. J'ai envie de nature et de très très grands paysages. Tu me suis? On y va alors? J'ai fait un stage obligatoire. Ah ben merci, Je peux laisser mon sac ici? merci. C'est le lac de Saint-Vincent. Complètement. À Saint-Général.